Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous êtes en Haute-Savoie. Et donc, cette nouvelle-là, vous l'avez apprise aujourd'hui, enfin, en tout cas... Ouais, voilà, en vous écoutant tout à l'heure. Ouais. Ça vous paraît être une bonne décision. Vous nous expliquez ? Alors, une bonne décision, oui et non, en fait. Oui, en soi, parce que c'est toujours bien d'avoir des donneurs supplémentaires, parce qu'il y a du manque. Mais après, dans la manière dont c'est fait... moi je suis homo, je vis totalement normalement, je suis pas pro gay, je suis père de famille. Par contre, mettre 1 an d'abstinence pour donner la totalité de son sang avec les plaquettes, tout ça, quand j'ai entendu ça, en fait, c'est pas vraiment, je trouve que c'est pas vraiment une avance. Moi aujourd'hui, j'ai pas du tout un comportement à risque. J'ai des amis dans mon entourage hétéro qui l'ont beaucoup plus, qui eux peuvent donner leur sang et à qui on ne demande pas 1 an d'abstinence avant de pouvoir donner la totalité de leur sang. J'arrive à comprendre qu'il ait pu avoir une image comme ça, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on a des tests assez poussés pour le faire. Pour pouvoir être sûr, même si la personne elle est homo, quoi. Oui, j'ai ressenti un peu les choses comme vous ce matin, quand j'ai compris qu'il y avait des réserves aussi importantes, 1 an d'abstinence, on s'est posé la question, et c'est pour ça, Thierry, après tout, vous et moi, on ne sait pas trop, on découvre un peu tout ça, que nous avons demandé, nous vous en remercions, à Mélanie Gomez, qui est spécialiste des questions de santé à la rédaction d'Europe 1, de venir avec nous. Pourquoi cette période d'1 an d'abstinence pour les homosexuels qui donnent leur sang ? Alors, ils n'ont pas choisi cette durée par hasard. Il y a d'ailleurs d'autres pays qui ont procédé de la même manière, qui ont aujourd'hui cette exclusion, donc cette abstinence demandée de 12 mois. C'est le cas en Australie, aux États-Unis, par exemple. Ils se sont basés sur la littérature scientifique, sur les études publiées sur le sujet. Pour le moment, c'est cette année-là qui a été retenue pour être sur une sécurité à 100%, même si, bien sûr, dans ces pays-là, on a remarqué finalement, après coup, qu'il n'y avait pas forcément plus de risques. Les homosexuels qui donnent leur sang sont tout aussi responsables que les hétérosexuels, il n'y a aucune raison. Donc, de toute façon, à terme, il y a une deuxième étape qui est prévue d'ici 2017, avec, on aura bien regardé la sécurité, et ils auront les mêmes critères d'exclusion, entre guillemets, que les hétérosexuels. Vous comprenez, Thierry ? Ouais, je comprends. Après, je trouve que l'avance reste quand même timorée et qu'on n'ose toujours pas dire aujourd'hui, en 2015, que en fait être homo ou hétéro, c'est exactement la même chose. Vous voyez la marque d'une différenciation qui persiste. Ouais. Et pourtant, vraiment, moi, je le vis vraiment tout à fait normalement. J'ai vraiment aucun problème par rapport à moi. J'ai été marié avec une femme, j'ai eu des enfants et tout. Mais voilà, vraiment, j'ai pas besoin d'être rassuré par rapport à ça. Mais je trouve que c'est pas une avancée et que, aujourd'hui, en 2015, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et Mélanie, on pourrait reprendre cette demande d'abstinence pendant 1 an de 2 manières. D'abord, comment on fait des tests pour voir si le sang est infecté ou pas? On ne comprend pas bien à quoi ça sert, au fond, cette demande de période d'abstinence. Alors c'est vrai que de toute façon, tous les échantillons sont testés. Il y a un test sur le VIH systématique, l'hépatite B, d'autres maladies tropicales, etc. Ils sont tous testés. Donc oui, néanmoins. Alors, d'ailleurs, je peux vous donner des chiffres. En fait, il y a sur le nombre entre 2011 et 2014, on a analysé des échantillons. Il y a eu 24 cas où on a retrouvé un échantillon qui était positif au VIH. Il y a eu 0 contamination puisqu'ils ont été repérés entre 2011 et 2014. Donc, mais ça voudrait dire que quand on est homo, on a un comportement plus à risque que quand on est hétéro. C'est ça, en fait, que j'arrive pas à comprendre. Effectivement, c'est pour ça qu'en 83, ils avaient mis cette exclusion-là, qui n'est effectivement peut-être plus à jour aujourd'hui, mais on sait que quand même, dans la population homosexuelle masculine, encore une fois, oui, parce qu'on parle depuis ce matin des homosexuels, mais jusqu'à présent, c'était les hommes qui étaient exclus de ce dispositif. On sait quand même que le virus circule davantage dans cette population-là, effectivement. Et puis après, il y a un deuxième argument, Thierry, mais ça c'est juste, c'est juste une réflexion. Quelqu'un dit je suis abstinent depuis 1 an, c'est invérifiable, donc ça... ça n'est pas très pratique. Exactement. Mais sur cet argument-là, par contre, effectivement, imaginer que les gens puissent mentir, les hétérosexuels comme les homosexuels peuvent mentir. Mais écoutez, on part quand même du principe que les gens sont de bonne volonté. Il ne faut pas oublier qu'on est tous potentiellement des receveurs de sang un jour, un accident, machin. Donc, quel est l'intérêt de mentir? Un hétéro peut avoir un comportement à risque pendant cette dernière année et contaminer les gens, quoi. Alors que non, pas forcément, quoi. Moi, j'arrive vraiment pas à le comprendre. Après, c'est pas dramatique. Je pense que j'aurais quelqu'un dans mon entourage qui serait contaminé, je serais peut-être pour, mais je suis même pas sûr parce que c'est pas le comportement sexuel, je pense, qui influence ça, quoi. En tout cas, Thierry, merci Non, mais je vous en prie. D'avoir livré vos sentiments après cette annonce du ministère de la Santé, et nous allons poursuivre ce dialogue avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour
monsieur Apathy. Vous êtes à Rennes? Je suis à Rennes, effectivement. Et vous réagissez de manière particulière à cette annonce, puisque oui, puisque une histoire personnelle... est décédé du sida il y a une vingtaine d'années. D'accord. Et suite à une transfusion. Et je trouve, enfin, si vous voulez, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai été entre la stupéfaction et la révolte, quoi. J'ai l'impression qu'on va se retrouver une trentaine d'années en arrière, où on nous dit, vous savez, c'est un peu l'histoire du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, quoi. En France, tout se passe toujours bien. Et puis, comme disait Paul Naref dans une de ses chansons, ça n'arrive qu'aux autres. Mais le problème, c'est, ça m'est arrivé à moi. Vous, ça vous est arrivé. Donc, votre femme fait partie des victimes du sang contaminé, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais là, aujourd'hui, peut-être des précautions sont prises qui n'étaient pas prises à l'époque, vous ne pensez pas? Oui, mais enfin bon, je vais vous dire franchement, l'argument de l'abstinence pendant un an, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ça me fait rigoler, quoi. Je veux dire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est absolument invérifiable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein, c'est absolument invérifiable. En plus, je me posais la question, si pour une raison X ou Y, une catastrophe majeure, on a besoin de sang dans l'urgence, est-ce qu'on ira chercher du sang qui ne sera plus dans la phase muette, comme on dit, de dépistage? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mélanie, évidemment... je ne sais pas en quelle époque c'est pour ce monsieur dans les années 80. Oui, voilà, mais en tout cas, c'était pas effectivement les mêmes normes de sécurité qu'on a aujourd'hui. On a évidemment tiré les leçons. Aujourd'hui, les échantillons, ils ont une trentaine de tests à chaque fois systématiquement. Donc, que ce soit du sang d'homosexuels ou du sang d'hétérosexuels, ils seront testés de la même manière. Donc, je vous disais tout à l'heure, 24 cas de HIV positifs sur tous les échantillons qui sont passés, qui ont été prélevés en France entre 2011 et 2014. Voilà, 24 et aucune contamination. Ce qu'on peut noter, Serge, c'est votre cas. Ceci réveille des souvenirs douloureux. Et voilà, donc, évidemment, pour vous, c'est une inquiétude. On peut le comprendre. Parce que, mais est-ce que vous entendez aussi les arguments tout le monde peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde peut avoir besoin d'une transfusion. Et puis je vous dis, si on a besoin à un moment ou à un autre de sang en urgence, et qu'on a vraiment besoin de sang qui aurait été prélevé moins de 3 mois avant la transfusion, ça n'existe pas. On n'aura pas le recul nécessaire pour savoir si le sang était contaminé ou pas. Alors, puisque vous savez que le virus reste indécelable dans le sang pendant 3 mois. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela. Alors, on entend votre propos, Serge, mais là, je crois que Mélanie peut vous répondre plus précisément. Oui, même en cas d'urgence, il y a des stocks qui sont prévus. On n'ira jamais prélever, utiliser des échantillons qui sont pas passés par toute cette batterie de tests. Et on ira piocher dans les stocks de sang qui ont déjà passé toutes ces étapes de validation, évidemment. Normalement, et on peut imaginer que cela se passe dans 100% des cas, le sang qui est transfusé à une personne est un sang dont les médecins, tout le personnel médical a vérifié qu'il n'était pas infecté, évidemment. Parce qu'on nous disait dans les années 80. Oui, voilà, parce que précisément, ceci s'est passé. Si vous voulez, moi, je comprends. Cette nouvelle me ramène une trentaine d'années en arrière. Et puis, bien sûr. C'est dur, quoi. Et on entend à votre voix, effectivement, qu'elle suscite chez vous une émotion très forte et nous le comprenons parfaitement, bien sûr. Merci Serge d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Jérôme, vous êtes à Ouescal, dans le Nord. Oui, tout à fait. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes homosexuel? Je vais réagir tout de suite par rapport à Serge. Je peux comprendre tout à fait qu'il soit... ému par la situation, mais j'avais envie de lui poser la question, c'était du sang d'homo ou du sang d'hétéro que sa femme a reçu? Parce qu'on est incapable de le savoir. Oui, bien sûr. Et que les hétéros sont autant contaminés autant de risques d'être contaminés que les homos. Mais on a compris avec Serge que ça réveillait quelque chose de douloureux et de particulier chez lui. Oui, tout à fait, ça je peux comprendre. Mais c'était il y a 30 ans. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des tests qui sont mis en place. Il y a des choses qui sont faites pour analyser le sang qui a été donné et pour éviter que ces risques-là existent. Alors, si ces tests sont fiables et efficaces pour les hétéros, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas efficaces que les dons ne soient pas vérifiés de la même façon pour les homos. Et donc, il y a autant de risques pour les uns que pour les autres. C'est-à-dire quand j'entends Mélanie qui nous dit
c'est une question de sécurité, on est tous potentiellement des receveurs. J'ai envie de lui poser la question, entre mon sang d'homo fidèle en couple et le sang de DSK, lequel des deux elle préfère prendre? On va peut-être pas trop personnaliser tout ça, mais on va permettre à Mélanie, parce qu'on a compris le sens de votre question. Ce que je disais, dans le sens où on est tous des receveurs, ça veut dire c'est quand les personnes disent justement pourquoi. Alors les homos pourraient mentir au moment du questionnaire, mais les hétérosexuels de la même manière. Mais voilà, ce que je disais, moi peu importe d'où vient le sang, mais néanmoins c'était sur l'idée de mentir au moment du questionnaire avant don. Et je disais, il n'y a aucune raison de mentir, on est tous des receveurs potentiels, donc ne mentons pas. Enfin, mentir, il faut comprendre ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un veut donner son sang. Et s'il a eu un rapport sexuel il y a 6 mois, il y a 3 mois, s'il en a eu 2, mais il aura peut-être tendance à dire non, j'ai pas eu de rapport sexuel parce qu'il veut donner son sang. C'est plutôt par générosité que une petite entorse à la vérité serait faite. Mais ça peut être fait des deux côtés, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Voilà. Les hétéros peuvent faire exactement la même chose. Un couple hétéro qui va donner son sang en même temps, si le monsieur a eu une aventure avec sa maîtresse pendant la semaine, avec sa femme à côté, il va pas aller dire oui, j'ai couché avec quelqu'un d'autre qu'avec ma femme. Alors heureusement, les entretiens avec les médecins se font quand même de manière individuelle. La femme ne viendra pas avec le mari, donc le médecin va l'exclure. Sauf que s'il dit qu'il a couché avec quelqu'un d'autre, il n'aura pas le droit de donner son sang. Oui, il faudra qu'il explique à sa femme pourquoi il ne peut pas le donner. Il va mentir. Il va lui dire qu'il s'est fait faire un tatouage qu'il lui avait pas dit. Je pense que la biche a écrit des pièces comme ça. Je pense que plutôt qu'exclure une population encore aujourd'hui, parce que ça revient à ça, le fait de dire abstinent pendant 1 an, mettons qu'on soit sincère et que effectivement on dise bah non j'ai eu une aventure ou j'ai connu quelqu'un, c'est-à-dire c'est pas le fait d'avoir une aventure, c'est est-ce qu'on est homo, est-ce qu'on est hétéro, c'est est-ce que j'ai un comportement à risque ou pas. Oui, bien sûr. Le problème il est plus là. Il est plus là, bien sûr. Et aujourd'hui, le 1 an d'abstinence ne prend pas en compte ce comportement à risque. Effectivement, on peut le dire aussi bien aux hétéros qu'aux homos. Bon, c'est un changement, en tout cas dans les pratiques de santé françaises. Donc, il suscite ce débat. Il est peut-être imparfait, mais enfin voilà, il est là. Et vous avez pu, Jérôme, dire ce que vous en pensiez. Nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Maxime ? Oui, une question sur Twitter avec le hashtag E1midi qui va peut-être permettre de résumer tout ça. Question pour Mélanie, question de mon avis. Il nous dit, puisqu'on réalise des tests, pourquoi ne pas prendre le sang de tout le monde ? Est-ce que c'est parce que ces tests ne seraient pas fiables ? Non, pas du tout. Non, bien sûr. C'est aussi pour faire un premier tri éventuellement au départ. Les gens effectivement qui ont eu des comportements à risque, mais quand on parle de comportements à risque, il ne faut pas oublier, il y en a énormément. Il faut regarder le questionnaire que j'ai d'ailleurs ici, qui fait 3 pages quand même. Le nombre de questions, on ne sait pas, mais par exemple, être allé chez le dentiste dans les 15 jours avant un don, c'est une raison, c'est un comportement à risque. Voilà. Mais ça permet effectivement de faire un premier tri avant et de retrouver le moins d'échantillons possible de toute façon avec le HIV ou une autre maladie, la syphilis. Il y a plein de maladies qui sont testées. Merci Mélanie Gomez d'avoir participé à cet échange avec les auditeurs et de nous avoir apporté votre expertise sur ces questions. Nous poursuivons notre dialogue dans un instant. Vous composez le 39 21. À tout de suite. Et voici la question que nous vous posons au 39 21. Avez-vous basculé ? Avez-vous pris un compte joint avec votre compagne ou votre compagnon, comme 63% des Français, ce qui est beaucoup moins que dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, la Pologne, où on est au-delà de 90%. Ici, c'est simplement 63%. C'est bien qu'il y ait anguille sous roche. Alors nous avons, oui, anguille sous roche, chacun a envie de gérer son argent, quelquefois c'est pas mal aussi. Nous avons en ligne sur l'antenne d'Europe 1, Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Voilà, dans le Var. Voilà. Dans le Var. Voilà. Et vous avez toujours fait compte commun. Ah écoutez, nous on s'est mariés il y a 50 ans depuis 3 jours. Ah bravo, bon anniversaire. On est à 50 ans de mariage. Quand on s'est mariés, bien sûr, on avait 19 et 20 ans. Et donc on n'avait pas de sous. Donc on s'est mis un compte commun. Et on a toujours fonctionné comme ça. Il y avait des périodes où j'ai travaillé, il y a des périodes où je n'ai pas travaillé, après j'ai retravaillé. Rien n'a changé. Vous n'avez jamais eu envie, Daniel, d'avoir un compte bancaire à vous, de dépenser une partie de l'argent commun comme vous l'entendiez ? Non, mais écoutez, moi je le dépense comme je l'entends. On a une carte bleue chacun. Pour ses frais professionnels, il a sa carte
à lui, parce qu'il travaille encore. Et nous avons, pour les gros achats, on se consulte. Et sinon, écoutez, on a nos cartes bleues. À la fin du mois, c'est moi qui gère tout. Je vérifie les cartes bleues de tous les deux. Et puis, quand il veut faire un gros achat, il me dit, bon, alors on peut... Est-ce qu'il y a des sous ? On fait, voilà. Alors, il y a eu des moments où on a été fauchés, des moments où on était bien. Maintenant, nous sommes bien assis confortablement. Eh bien, on continue quand même. Quand il a envie de se payer une petite fantaisie, ou moi, voilà, on fonctionne comme ça et tout va bien, quoi. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce genre de couple qui fonctionne séparément au niveau de l'argent. J'ai beaucoup de mal parce que je me dis... C'est une notion de liberté peut-être aussi. Chacun a envie de... Écoutez, moi je suis libre je fais mes courses, je fais machin, lui aussi. J'ai du mal à comprendre que ce soit vraiment à l'unisson. Voilà. Je sais pas, c'est tellement logique pour nous. Bon, c'était il y a 50 ans, c'est vrai, mais j'ai jamais eu envie de m'ouvrir un compte. Jamais, puisque moi je considère que mon compte, notre compte, c'est le sien et le mien. Est-ce que vous pensez, Daniel, alors je vous pose la question, j'y crois pas trop, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est une affaire de génération ou pas ? Je pense aussi. Ah, d'accord. Je pense aussi, parce que je vais vous dire, moi je travaillais quand on s'est mariés, je travaillais déjà, mais je pense aussi que nous avons été élevés comme ça. Nous avons été élevés comme ça. Et en plus, je pense aussi que les femmes ont tellement besoin, et je les comprends, de liberté que ça passe aussi par l'argent. D'accord. Voilà, je pense que ça passe aussi par l'argent, parce que les femmes ont besoin de s'affirmer ô combien, on le voit partout dans le monde entier, et que ça leur donne, comme vous dites, si justement, un sentiment d'indépendance et de liberté supplémentaire. En ça, je les comprends. Peut-être que si maintenant j'avais 30 ans, peut-être que je prendrais mon compte. Peut-être vous diriez à votre compagnon ou à votre mari, vous lui diriez, écoute, toi tes affaires et moi les miennes. Oui, voilà. Peut-être vous lui diriez plus gentiment d'ailleurs. Je résumais un peu sèchement la situation. Il me dirait, je veux bien, mais toi tu as rien. Bon, en tout cas, Daniel, c'était très sympathique de vous entendre et d'évoquer cette vie commune pendant 5 ans qui a été harmonieuse et en tout cas qui vous a conduit à partager 50 ans, oui, qu'est-ce que j'ai dit 50 ans, mais enfin bon voilà, qui vous a conduit à partager votre argent avec votre mari. Et on vous embrasse tous les deux. Anne-Caroline, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors vous n'êtes pas de la même génération que Daniel, vous vous séparez vos comptes ? Pas du tout, non. Ah, pas du tout. Grave. Vous avez 40 ans. Évidemment, voilà. Mais évidemment. Oui. Donc, oui, j'étais assez amusée d'écouter Daniel, mais évidemment, c'est une autre génération que je respecte, bien entendu. Mais vous avez un compte commun, la aussi. jeune génération de femmes actives que nous sommes, il est interdit pas de tout mettre en commun, évidemment, puisque nous avons évidemment un compte commun avec mon mari, pour tout ce qui génère les frais de la maison, des enfants, des crédits, des impôts, et j'en passe. Mais après, chacun a son argent et le gère exactement comme il le souhaite. Ce n'est pas une question de rendre des comptes ou pas des comptes. Non, si vous avez envie d'acheter une robe, vous l'achetez. Mais exactement. Voilà. Et si lui veut aller faire un tiercé, j'ai pas du tout de clichés sexistes dans la tête, mais il le fait, quoi. On est en 2015, Jean-Michel Appetit. Oui, dans le tiercé, c'est pas son dada. Oui, non, c'est un peu ringard le tiercé. Mais je faisais exprès, mais Maxime n'a pas compris. Et donc, voilà, donc c'était pour dire, écoutez, nous, ça se passe très bien, donc nous n'avons aucun souci. D'accord, et donc vous avez... Noël va pouvoir en tirer quelques... J'ai peur que oui. Il arrive, il piaffe d'impatience derrière la porte. Je me régale d'avance. J'ai peur que oui. Et donc du coup, vous avez un compte joint et vous avez aussi des comptes séparés pour... un seul compte commun. D'accord. Voilà, comme je vous l'expliquais. Et après, chacun, on a nos différents comptes séparés. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Alors je dois avouer quand même que quand j'ai dépensé mon argent, je m'autorise à aller un petit peu lui dépenser le sien. Je m'autorise avec sa permission, n'est-ce pas? Oui, je me fais prêter sa carte bleue, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais bon, enfin, moi je trouve qu'en 2015, c'est tout à fait logique. J'incite mes amis à faire la même chose, mes amis femmes, et je leur explique que l'indépendance commence comme ça. Ce n'est pas pour le fait d'aller m'acheter un bâton de rouge à lèvres ou d'acheter le coiffeur, mon mari, ça lui pose aucun souci, mais j'estime que je fais ce que je veux et quand j'en ai envie. Et c'est pareil pour lui. D'accord. Mais écoutez, Anne-Caroline, c'était très sympathique de vous avoir sur l'antenne. L'argent, ça dit toujours quelque chose de la relation entre les individus, et là, notamment dans le couple, c'était cette compilation de différentes études de l'INSEE qui nous permettait de mieux comprendre comment vivaient les Français, et notamment sous cet aspect-là. Nous vous remercions
remercions tous d'avoir participé à une meilleure compréhension des choses en appelant le 3921 et nous reprenons notre dialogue ensemble demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe.